Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la situation de l'édition en Algérie, les libraires, les lecteurs. Et nous recevons Lazhari Labter, auteur de plusieurs ouvrages. Il sera vraiment difficile de les citer tous, mais bon, on va lui laisser le soin. Mais avant, on va lui souhaiter d'abord la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre ami Labter. Merci beaucoup, Abdelkrim. Je me permets de te dire, Abdelkrim, nous sommes de vieux complices. Absolument. Vieux complices de la littérature, du journalisme, de l'université, etc., etc. Ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Mais je me permets de vous dire quand même que vous avez un parcours plus riche, plus palpitant, parce que vous avez tout, finalement... Il ne vous reste plus qu'à imprimer le livre, mais vous avez le livre, vous en connaissez un bout, d'abord lecteur, puis auteur, puis vous créez votre maison d'édition, puis vous dirigez des éditions, et vous ne lâchez pas jusqu'à tout récemment, 2015 je crois. Vous avez fini par, en connaissant un peu la situation du livre en Algérie, de l'édition d'une manière générale. Je me rappelle très bien, je vous ai rencontré au ministère de la Culture, vous étiez un peu dépité pour me dire, ça y est, je mets la clé sous le paillasson. Ça ne devait pas être gai comme décision, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Là, on est en train de remettre des souvenirs passage obligé, assez douloureux. Oui, on peut dire ça. Il y a eu des moments heureux et des moments douloureux. Ça a été une expérience et une aventure absolument exaltante, passionnante, l'édition. Pendant 10 ans, j'ai tenu le coup en tant qu'éditeur des coups de cœur, puisque c'était mon slogan. Et j'ambitionnais non seulement de faire des livres, de faire des livres, mais pas n'importe quel livre, c'est-à-dire de faire des livres qui soient irréprochables sur le plan qualitatif, mais aussi sur le plan de la forme. C'est-à-dire j'ambitionnais de faire ce qui se fait de meilleur, toute modestie mise à part, ce qui se fait meilleur en Occident, en Orient, c'est-à-dire au Liban ou à Paris, pour citer les capitales de l'édition arabe. Et d'ailleurs, j'ai publié à la fois en arabe et en français. Parce qu'il faut le dire, vous avez l'avantage que sur beaucoup de journalistes de notre génération, vous maîtrisez aussi l'arabe. Pas mal, et ça ouvre beaucoup de portes. Et de plus, je ne voulais pas faire que du roman ou de l'histoire. Je voulais toucher à un certain nombre de thèmes, de genres, mais pas tout mélanger. Je veux dire, pas comme le font certains éditeurs, c'est-à-dire, je ne suis pas le genre à publier de l'informatique, ensuite à passer à l'astronomie, ensuite le roman, et ainsi de suite. Non, j'avais des créneaux très très précis, la littérature, essentiellement avec le roman et la poésie. C'est ça qui était formidable. C'est de publier la poésie. C'est un véritable défi que les dans autres ce pays. Refusent automatiquement. Absolument. Donc j'ai publié beaucoup de poésie, de poètes, en arabe et en français, du roman, de l'histoire, de la bande dessinée, des essais, des choses comme ça. Autour d'une 60aine de livres entre l'arabe et le français pendant 10 ans. Et puis ça s'est arrêté parce que c'est très compliqué de faire de l'édition. On va revenir sur ce... Mais c'est quand même un chiffre important. 60 pour un éditeur privé. Moi, je trouve ça... c'est un parcours. Effectivement, il y a de quoi être fier de ce parcours. 60 très fier, titres. Ouais. C'est pas donné à n'importe qui. Vraiment, bravo et félicitations. Merci beaucoup. Même si on aurait aimé que vous poursuiviez cette aventure. J'aurais tant aimé, oui. Malheureusement, c'était pas la situation, c'est toujours compliqué. C'est encore peut-être plus compliqué. Oui, c'est compliqué. Et puis, ce que j'ai perdu dans l'édition, je l'ai gagné dans l'écriture. Parce que je publiais les autres, mais en fait, j'étais frustré puisque je n'avais pas le temps. Parce que l'édition, comme le journalisme, et nous en savons quelque chose tous les deux, sont des métiers très prenants. Ils ne nous laissent pas le temps, ni de vivre, ni de s'occuper de nous et de ce qu'on a envie de faire. Nos hobbies, nos coups de cœur, nos centres d'intérêt. Et le fait de m'être éloigné un petit peu de l'édition m'a permis de me consacrer à l'écriture. Ouais. D'ailleurs, dans cet espace qui va de 2015 à aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est-à-dire 15 ans, c'est ça, je ne me trompe pas, 10 ans, ouais. 10 ans.
J'ai publié pas mal de bouquins. Les miens, je veux dire. On peut citer quelques-uns. D'abord, vous êtes poète, on va dire. Poète. Essentiellement. Ouais. Essentiellement, vous avez édité au moins une dizaine de recueils de poésie. Recueils, ouais. Une dizaine, c'est pas rien. Donc une dizaine de pas tous bons, hein. Ça, je suis mal placé pour parler de la qualité. On laissera à la postérité de faire les choix. À la postérité, bien sûr. Après, vous êtes aussi un des spécialistes, ce n'est pas le spécialiste algérien, de la bande dessinée algérienne. Ouais. 3 ouvrages consacrés à la bande dessinée. Et le 4e en cours, oui, tout à fait, 3 ouvrages. C'est quand même extraordinaire que mes amis BDistes m'excusent pour quand même, on va dire, une production qui n'est pas présente, qui n'est pas riche, sauf si, je parle en profane. Hein. Je connaissais l'aventure de Mkhidesh, je connais les albums de notre ami Slim. Évidemment. Je connais quelques BDistes, je connais certains caricaturistes et BDistes à la fois, mais avec vous, on découvre qu'il y a un panorama de la bande dessinée algérienne de 69 à 2009, l'aventure de Mkhidesh. C'est une revue, en même temps, vous dites que c'est une école, donc qui a formé des BDistes, et enfin, le dictionnaire algérien illustré de la bande, plutôt de la bande dessinée algérienne. Et du dessin de presse sur 60 ans, c'est-à-dire de 62 à 2022. C'est un travail énorme. Énorme. Je dis toujours, si je devais le refaire, je ne sais pas si j'aurais le courage aujourd'hui, parce que ce genre de travail, et nous le savons très bien tous les deux, dans d'autres pays, ça demande la mise en place d'une équipe, en fait. Sous la direction de quelqu'un qui oriente, et qui rassemble et qui met le tout en forme et puis qui publie. Ce travail, je l'ai fait tout seul. J'ai fait l'équipe, quoi. Et le directeur de... Et vous faites le travail de pionnier parce qu'en matière de documentation et de mémoire, c'est un peu... C'est quand même près de 500 pages, 450 ou 500 pages qui recensent la totalité de ce qui a été produit dans ce pays. D'abord, tous les albums de bande dessinée, de 62 à aujourd'hui, quasiment toutes les caricatures et les dessins de presse, parce qu'il va au-delà de la bande dessinée, et il recense évidemment toutes les rencontres, tous les festivals qui ont eu lieu dans ce pays, plus toutes les revues et tous les magazines, plus tous les personnages qui ont compté de la bande dessinée. Les scénaristes... Donc c'est vraiment énorme. Heureusement que les scénaristes ne sont pas aussi nombreux que les dessinateurs. Je connais au moins un, Boukhalifa Amazit. Absolument, il est cité. Non, comment dire, c'est une sommité, Boukhalifa. C'est un grand scénariste du cinéma et de la bande dessinée. Il a été l'un des piliers du magazine Mkhidesh de 69 à 74. Oui, en effet, donc il y a eu ces 3 ouvrages. Le premier, le panorama qui traçait les grandes lignes de l'histoire de la bande dessinée algérienne, de 69 à 2009. Pourquoi 69 et 2009? Simplement parce que 69, c'est le début du Festival international de la bande dessinée d'Alger. C'est le début de l'apparition du magazine Mkhidesh, février 69. Et 2009, c'est le début du Festival international de la bande dessinée. Donc il couvrait cette période de 40 ans à peu près. Juste un rappel, la revue ou le magazine, il y avait un engouement incroyable. Moi je me rappelle très bien Saint-Eugène, on se l'arrachait. Il a eu un succès incroyable. Énorme. Et cette revue a fini un peu... il a mis la clé sous le paillasson, je sais pas, dans l'anonymat pour nous, on va dire un peu dans l'anonymat, comme un peu par vieillesse. Je ne sais pas si c'est dessinateurs ou... Non, ils n'étaient pas aussi vieux. Non, c'est plus compliqué que ça. Le magazine ou la revue, moi je l'appelle revue, mais en fait c'est un magazine. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Peu importe. Ça a été l'école. C'est le vivier. C'est ce qui a permis aux dessinateurs algériens de faire corps et de se retrouver dans rassemblés réunis par Abdrahman Madoui, l'ancien directeur de l'édition de la SNED, le feu, il faut dire le défunt, Abdrahman Madoui, qui a joué un grand rôle. Et la revue a été, une revue capitale dans le développement de la bande dessinée algérienne
dans la découverte de talents et dans la promotion de la bande dessinée algérienne et des dessinateurs algériens, aussi bien en Algérie qu'à l'extérieur. Elle avait un succès énorme pendant les 5 années où elle était. Elle était tirée, selon les estimations des amis, les chiffres diffèrent, mais en gros, elle était tirée à 20 000 exemplaires en arabe et 20 000 en français, donc ça fait 40 000 au total, un peu plus parfois. C'est énorme, mais ce qui est plus énorme encore, c'est que les 40 000 exemplaires disparaissaient en l'espace de quelques jours. Oui. Et ils allaient dans tous les coins d'Algérie. Moi, je l'achetais à la Gouatte. Dans les kiosques, et les buralistes. Partout. Elle était partout. C'est formidable. Alors, le premier responsable du festival de la bande dessinée, c'était qui? Ça dépend de quel festival on parle. Le premier de la bande dessinée. Il y a eu le Festival international de la bande dessinée, donc il a débuté en 2008-2009, donc qui a été, dirigé par... Non, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, on est à la 17e édition. Est-ce que vous étiez parmi les initiateurs? Non, pas du tout. Je parle bien du Festival international de la bande dessinée de 2008-2009, parce qu'il y a eu d'autres avant, dirigés par Madame Dalila de Daliman. Oui. Voilà. Et maintenant par notre ami absolument, de la chaîne 3, Salim Brahimi d'Issayan, qui a repris le flambeau après le départ de Dalila Njem. Au tout début, quand il a commencé, on m'avait appelé pour faire partie du staff, surtout chargé de la communication et de la presse. Ça n'a pas duré très très longtemps pour des raisons compliquées. Mais vous êtes un personnage incontournable quand même. Oui, mais ça n'a pas d'importance, le personnage. Le travail réalisé dans l'édition, à travers le panorama Mkaidesh, la revue, l'histoire de Mkaidesh, plus le dictionnaire, plus actuellement l'ouvrage qui va sortir sur le pionnier de la bande dessinée, Mohamed Aram, c'est énorme, ça demande beaucoup de travail. À mon avis, quand on est... Vous voulez même s'essayer dans le dessin animé de l'audiovisuel, Mohamed Aram. Il a même essayé d'en faire l'audiovisuel. Il a essayé, on peut dire que c'est le... grand du dessin animé algérien, qui malheureusement n'a jamais été développé. Je parle du dessin animé. Très bien, on ne va pas encore s'attarder, on aurait aimé, mais ça mérite toute une... il faudrait une émission de 2 heures sur la BD, parce que c'est... J'espère que le festival de la bande dessinée vous invite à donner des conférences. Chaque année, je donne des conférences, j'interviens. C'est bien. Après, nous arrivons aux ouvrages. Donc, Novembre, mon amour, c'est le premier, je crois. Avant, ça a été tout premier recueil de poèmes que j'ai publié en 78. Novembre, c'est pas un hasard. Non, pas du tout. Moi, je suis adepte de cette très belle... c'est un vers, en fait, mais on peut dire que c'est une formule ou un slogan de Jean Sénac, qui dit dans un grand poème, un de ses plus beaux poèmes, enfin pour moi, et maintenant, nous chanterons l'amour parce qu'il n'y a pas de révolution sans amour. Et moi, quand j'ai écrit ces poèmes dans l'enthousiasme des années 70, où on allait à la conquête du ciel, on était à la fois beau, romantique, amoureux et révolutionnaire. Et donc, le meilleur symbole pour nous de la révolution, c'est Novembre 54. C'est vrai. D'ailleurs, ce qui ouvre Novembre, mon amour, le premier poème, c'est sur Novembre 74, donc il fait l'éloge des 20 ans de novembre en 54. Donc je chantais à la fois l'amour et la révolution. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai pas changé. Je sais que vous n'avez pas changé, je connais votre amour pour le pays, pour l'Algérie, et nous étions dans ces années folles de l'Algérie, la Mecque des révolutions, le festival panafricain, la bande dessinée, les films, etc. Et puis les grands poètes, Jamal Amrani, Anna Greki, Sénac, et j'en passe, bien sûr. C'était une autre époque. À chaque fois que je l'évoque avec des jeunes, quand je dis des jeunes, c'est pas des enfants. Ils n'y croient pas. 25, 30 ans aujourd'hui, 40 ans, même mes enfants, ils n'arrivent pas à s'imaginer ou ils croient que j'exagère ou que j'enjolive les choses. Au mieux, ils croient que tu exagères, au mieux. Et c'est vrai.
Moi, je me dis, j'ai eu, avec notre génération, j'ai eu la chance, mais vraiment la chance de vivre ces années-là. Parce que ce sont des années exceptionnelles. Non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. C'est le monde qui bougeait, et qui bougeait dans le bon sens. C'est-à-dire qui était exactement le contraire du monde d'aujourd'hui. Celui d'un type qui se lève le matin et qui dit « Allez, je vais tout bouleverser dans cette planète ». C'est vrai que le monde bougeait, le monde innovait. En matière musicale, j'ai toujours dit que Idir ou Jamal Allen ne sont pas nés de... Idir et Jamal Allen ont vu Bob Dylan et ont vu d'abord John Baez prendre une guitare et chanter. Dans la culture, dans la musique, dans le théâtre, dans le sport, dans tous les domaines, ça montait. La référence dans le cinéma, c'est Eisenstein avec le cuirassé de Potemkin. Donc, il y avait des références comme ça. Il y avait le cinéma italien, le cinéma français, notre cinéma à nous, le théâtre amateur de Mostaganem, le théâtre professionnel, la bande dessinée qui explosait, la littérature, Boujdra qui publie, Mohamed qui est là, bref, c'était beau, c'était énorme. C'est vrai. Eh ben, après, il y a novembre, il y a Yasmine. C'est qui Yasmine? Yasmina, c'est lié. Puisque je viens c'est ma femme. Oui, j'ai compris. Oui, bien sûr. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ou plutôt, c'est un secret de polichinelle, comme on dit. C'est beau. Lié à la Révolution. L'amour et la Révolution. Ça, on ne pouvait pas ne pas chanter les deux. D'ailleurs, quand on voit les grands poètes, alors, tous... Si je me rappelle, tu es aussi belle que la Révolution. Oui, ça c'est il parlait du comité de gestion, mais ça a été ça a été mis dans un film. Ça c'est Sénac. Oui, mais prenons, on va y revenir. Prenons Anna Griki, elle a vécu la Révolution, une très belle histoire d'amour. Sénac, la même chose. Mais tous les grands poètes, il faut penser à Mahmoud Darwish, il faut penser à Samih Al-Qasim, il faut penser à Youssef Septi, il faut penser à Hamid Nasser Khouja, il faut penser à Aragon, il faut penser à Éluard, il faut penser à Breton, il faut penser à Neruda. Aux yeux d'Elsa. Tout le Mayakovsky, tout ça. Ouais. C'était l'amour et la révolution. Et là, tu me tends une perche, donc, ami. Anna Griki. Anna Griki, ou l'amour. Avec la rage au cœur. Avec la rage au cœur. Et la rage au cœur est liée chez Lazare Lapta. Vous venez de dire que j'ai aimé vivre cette époque. J'ai adoré cette époque. Mais là, quand je lis ton livre, j'aurais aimé vivre leur époque. Oui. Il y a un passage qui est magnifique. Ça se passe à Paris. Il y a Anna Griki, il y a son amant. C'est Ahmed Inal, ouais, son amoureux. Quelqu'un qui gagnerait à être plus connu. Et puis, il y a tout le reste. Il y a Katib Yassine. Il y a Mohamed Dib. Il y a Mustafa Lashraf. Il y a Mustafa Katib. Oui. Ils sont tous là à Paris. Ils sont tous là. C'est les étudiants algériens. C'est les premières réunions. Et qui s'aiment et qui rêvent de transformer, de libérer l'Algérie. De libérer l'Algérie. Quelle époque. C'est magnifique. Oui, moi aussi, j'aurais aimé vivre la même... Absolument. Et ce qui est formidable, c'est vous la restituez. Il y a à la fois de l'émotion. J'ai relu ce passage parce que j'ai trouvé très beau. Surtout, il y a quelque chose que j'adore, ça c'est le cinéma qui me l'a appris. Jamais raconter une histoire, quelle que soit l'histoire, sans une belle histoire d'amour. Ah oui, c'est fade s'il n'y a pas d'histoire d'amour. Et là, ça devient fade. Et là, l'histoire d'amour, c'est, dans ton livre, c'est la petite histoire dans la grande histoire. Elle est magique, cette histoire d'amour. Ahmed, Inel et Anna, c'est magnifique, c'est deux destins réunis par l'amour et la révolution. Ouais. Ça, c'est deux thèmes que tu adores, c'est deux mots que tu adores, amour et révolution. Oui, tout à fait. Et désunis par le colonialisme, par la guerre qui leur a été imposée. En fait. Imposée, voilà, désunis par la guerre. Ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça, que tu as eu la chair de poule en lisant ce passage. Absolument. J'ai eu les larmes aux yeux, moi, en écrivant ce livre, et certains passages, notamment celui-là, et la disparition d'Ahmed Inal, et puis ce qui est arrivé à Anna Griki, évidemment. Absolument, et c'est vrai que tu commences bien d'abord. Quand on rappelle dans un ouvrage Jamal Amrani, c'est énorme ce que tu fais pour la mémoire, parce qu'on oublie souvent, on oublie des gens. Tu aimes la poésie, moi j'adorais entendre Medjoubi déclamer des poèmes. Il avait une voix formidable, ce type. Ahmed Ben Issa faisait la même chose.
Il y avait comme ça des récitals, je crois qu'on n'en fait plus, je ne sais pas. Quasiment. Alors tu dis, et une part d'elle est restée en nous en parlant d'eux. Et une part d'elle est restée en nous, tendre, tenace, car sa grande pudeur, son indignation, nous les porterons encore en nous. Oui, ça c'est Jamal Abrani qui parle. C'est Jamal. Je et dis, il faut Jamal. être... Mais vous le mettez en exergue. Ah oui, avec Claudine Lacascade qui était son amie. Il faut être vraiment un grand poète, un grand amoureux des mots et un grand amoureux tout court et un grand révolutionnaire pour trouver des mots pareils. Et ça c'est Jamal Abrani. De plus, il était très proche d'elle. Hein. Oui, ils ont fait la prison ensemble, ils l'aimaient beaucoup, ils étaient vraiment très proches. Alors, dans la séquence de la prison de Barbarousse, et à la limite, il y a des passages dans ce livre où j'aurais aimé que ce soit illustré. J'aurais aimé trouver la photo de Inel. Et il y a la photo d'Inel, il y a des photos à la fin du livre, carte d'identité, etc. Non, moi, mon souhait, si tu veux, ce dont je rêve, je serai l'homme le plus heureux du monde demain, si cette histoire était portée à l'écran. Il faut qu'elle soit portée, à mon avis. C'est le cinéma qui va permettre, c'est pas mon livre qui va permettre, les gens ne lisent pas comme avant. Il est en train d'être traduit, je l'annonce aujourd'hui en exclusivité. C'est déjà formidable. Il est pratiquement terminé, la traduction en arabe, il va sortir cette année au Salon du Livre. Mais ce n'est pas le roman ni la poésie qui pourront faire connaître à notre jeune génération ces hommes et ces femmes magnifiques qui ont tout donné à l'Algérie. Ça ne peut être que du cinéma. Oui. J'évoque juste, et je termine sur ça, même si ce n'est pas un film, c'est un documentaire fait avec les moyens du port. Mais combien de personnes viennent de découvrir, sont en train de découvrir en ce moment, Cholet, à travers le documentaire de notre ami Saïd Mehdaoui, et viennent de découvrir Fanon à travers le film de Zahzah sur Fanon. Mais c'est vrai ce que vous dites, est entièrement vrai, comme il avait raison, c'est-à-dire maintenant avec la réflexion, avec le temps, comme il avait raison, Sem Ben Ousmane, notre grand cinéaste, qui était à l'origine écrivain, et qui a vu que l'impact de ses livres était vraiment moindre, et que le média ou le support le plus large c'était le cinéma, il s'est mis à la caméra. À la caméra. J'étais à Sidi Blabès avec Saïd Mehdaoui, qui a fait un bon documentaire sur Cholet. Et on a interrogé au café des jeunes de notre âge, on va dire. Eh ben, beaucoup ne le connaissaient pas. Mais en même temps, on regarde ce qui se fait, ce qui s'écrit. C'est vrai. C'est pas médiatisé. D'abord, j'ai connu Pierre Cholet, c'est pas quelqu'un qui se mettait avec d'une grande humilité, il faisait son travail, il a beaucoup fait pour la Révolution, il a fait aussi pour la santé. Mais ce genre de personnes, ces Algériens à part entière, comme tu l'écris, là aussi je te félicite parce que tu le soulignes. Ce n'est pas, tu recules ce terme, une amie de l'Algérie, mais c'est une Algérienne à part entière. Mais je précise quand même sur ce point parce que parfois je suis mal compris quand j'évoque ça. Il y a des amis de l'Algérie. Les porteurs de valises sont des amis de l'Algérie. Mais il y a beaucoup d'amis de l'Algérie, pas seulement en France. En Suisse, en Belgique, au Canada, en Yougoslavie, partout, dans toute l'Europe et même en Amérique. Il y a ce qu'on appelle amis de l'Algérie, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés à aider la révolution algérienne de loin. Et il y a ceux qui ont pris les armes ou se sont battus sans prendre les armes forcément et qui l'ont payé de leur vie ou dans leur chair. Anna Greki, qui s'est toujours voulue algérienne. Qui est née aux Aurès. Elle est née à Betna, elle a vécu en Algérie, elle a fait ses études ici, elle est partie à Paris, elle pouvait rester là-bas et faire carrière, devenir une grande poétesse, une grande artiste ou je ne sais pas quoi encore. Non, quand la révolution éclate, elle rentre avec Sid Ahmed Inal, son amoureux, qui est lui de Tlemcen et de Betna, il décide de rentrer en Algérie. Il piaffait d'impatience de rentrer en Algérie. Pourquoi faire? Pour prendre part au combat libérateur. Et ils rentrent dans les réseaux, ils prennent part au combat. Et elle est brisée. Lui est assassiné, mais elle est brisée. D'ailleurs, il y a une séquence finale dans le film documentaire de Saïd Mehdaoui. Oui. C'est l'enterrement. Il a été enterré avec l'emblème national et c'est son petit-fils qui a gardé très affectueusement notre drapeau. C'est vraiment émouvant. C'est émouvant. C'est fort, ouais. C'est fort et il termine
Et il termine très bien. Alors juste فكرتني فكرت le drapeau. Oui. Cette grande poétesse, immense poétesse, l'une des meilleures, cette militante qui a des principes sur lesquels elle ne transige pas depuis toujours, a levé mieux qu'un drapeau, a levé haut comme un étendard, comme un drapeau, le drapeau de son pays, l'Algérie, vert, blanc et rouge, ou vert, rouge et blanc, elle l'a levé haut dans un recueil de poèmes dont le titre est Algérie, capitale Alger. Absolument. On ne peut pas être plus clair. Ah, oui. Elle a lu dans un, si je ne me trompe pas, dans un genre de festival qui se passe, selon mes notes, à l'étranger, où elle a lu ce poème. Ouais, Algérie, capitale Alger. Algérie. Ouais. Alors, comment elle se présente, ou vous la présentez, on va dire ça. Je m'appelle Anissa d'Alger, capitale Algérie. J'ai 35 ans et la poésie est ma demeure, sociable et sympathique, sensible et généreuse, aimable et ouverte. J'aime me tourner vers les autres. Je ne crains pas les défis et je fais tout pour atteindre les objectifs que je me fixe. J'habite la poésie du plus loin que je me souvienne, ou c'est elle qui m'habite, je ne le sais. Nous sommes depuis si longtemps tellement unis que je ne sais plus qui a déteint sur l'autre, qui a possédé l'autre, qui a obsédé l'autre, et puis, quelle importante, puisque je n'existe que pour la poésie et par la poésie. N'est-ce pas là la vraie question? En lisant ce passage qui décrit, je revois mon ami Lazare Leptar. Parce que la poésie ne te quitte pas, elle t'obsède, elle t'habite, tu l'habites. Et quand on parle de poésie, je me rappelle le titre d'un de tes ouvrages, Hizia. Princesse d'amour des Ibans. Alors on va se permettre une parenthèse, Hizia, pour revenir au combat et l'amour de Mais c'est lié. d'Anna. Bien sûr que c'est lié. Qui est Hizia, qui est Anna Greki, qui... c'est clair. C'est lié. Mais en fait, ce passage... Et Hizia, tu chantes aussi l'amour de l'Algérie. Parce qu'on croit que c'est en Algérie, on n'aime pas. Il n'y a pas d'amour. Nejma de Katbessine, c'est l'Algérie. Hizia, c'est l'Algérie. Anna Greki, c'est l'Algérie. Oui, absolument. Au-delà de leurs différentes personnalités, parcours, itinéraires, etc., et au-delà des années ou des siècles dans lesquels ils ont vécu, Hizia, c'est au 19e, les autres, c'est au 20e, c'est l'Algérie dans sa diversité, c'est l'Algérie dans sa complexité, c'est l'Algérie dans sa beauté, c'est l'Algérie dans son ouverture, c'est cette Algérie fabuleuse, c'est-à-dire multiple, sur tous les plans. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi d'ouvrir le livre sur le passage que tu viens de lire. Et en fait, ce n'est pas Anna Greki qui parle, ni moi, mais je parle et c'est Anna Greki en même temps. J'ai mis du temps à comprendre, mais j'ai compris. Voilà, c'est la Miss Saïdi qui parle, qui est une poétesse algérienne, arabophone, jeune. Elle a 35 ans vraiment. Elle est jeune, elle est parfaite bilingue, elle écrit merveilleusement bien. J'ai décidé de la prendre comme narratrice supposée. Évidemment, au début, les gens ne savent pas, puisque je ne dis pas que c'est la Miss qui parle. C'est à la fin du livre. À la fin du livre, les gens découvrent qu'en fait, Anissa, qui dit la poésie m'habite, etc., en fait, c'est la Miss Saïdi. Et je tenais pourquoi rendre hommage à la Miss, parce que la Miss est une grande amoureuse de la poésie de manière générale, c'est une grande poétesse algérienne d'aujourd'hui arabophone, mais aussi parce qu'elle a écrit avant celui-là un ouvrage sur Anna Greki qui s'appelle Juste au-dessus du silence et qui est magnifique, et c'est une traductrice qui a traduit de nouveau un certain nombre de poèmes d'Anna Greki. Alors tu me permets aussi de dire cette traductrice, on va dire son nom, c'est la Miss Saïdi, Saïdi, moi j'ai trouvé magnifique l'hommage qu'elle rend à Anna Greki. Elle dit, comme si elle lui a ouvert les yeux. Ouais. D'abord, elle parle très bien de ce fossé créé par la France entre arabophones et francophones. Les arabophones ont été frustrés de cette création, de cette poésie de ceux qui écrivent en français. Et vice-versa. Et vice-versa. Pour les gens qui ne maîtrisent pas les deux langues. Alors, pardon, elle dit... faisant désormais partie de mes références poétiques. Elle parle bien sûr d'Anna Greki. Les poèmes d'Anna Greki m'ont inspiré et m'ont appris à aborder les lieux,
les géographies, les architectures et les villes poétiquement, c'est-à-dire à les transformer en chants qui résistent aux défaillances de la mémoire et qui pourraient être scandés tôt le matin et à voix haute par les écoliers qui ont appris à peine à lire ou lu silencieusement tard le soir par des révolutionnaires. Il y a tout. Il y a je trouve c'est magnifique. Vraiment un hommage magnifique. En même temps, elle décrit toute la poésie, cette description géographique, cette poésie qui est dans tous ses vers, cette poésie révolutionnaire. C'est magique, c'est magique. C'est très beau, ouais. Moi, je ne connais pas son âge, mais je suis admiratif des jeunes qui écrivent comme ça et qui saisissent toute la portée de l'écrit et de la poésie. Et toi, tu les ramasses parce que tu ramasses beaucoup de choses. On croit détenir un livre sur Anna Grecki et finalement... C'est un livre sur l'Algérie, en fait. C'est un livre sur l'Algérie. Oui, sur un livre sur l'Algérie. Je te cède la parole. Un livre sur l'Algérie, un livre sur la révolution algérienne. Oui, sur parce qu'il est inscrit dans cette période, un peu sur l'après-indépendance, mais surtout sur la période donc de la guerre de libération nationale, qui va au-delà d'Anna Grecki. Il va aux questions qui agitaient la société à l'époque, aux luttes estudiantines en France, à Paris, ensuite en Algérie, à l'engagement des intellectuels, des poètes, des écrivains dans la guerre de libération nationale, mais aussi au-delà de cette convergence extraordinaire, unique en son genre dans l'histoire, entre différents courants et différentes tendances qui vont tous converger, nationalistes, communistes, ulama, etc., ouais, libéraux, ouais. etc., européens et algériens de souche, qui vont converger vers un seul objectif, libérer le pays du colonialisme et du joug colonialiste. Et ça, c'est merveilleux. Les Miss, ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, la jeune génération d'aujourd'hui, trentenaire, 30, 35 ans, 40 ans, se saisit de ça. Mais il ne faut pas nous y tromper. Il y a combien de les Miss en Algérie? Il y en a pas mal, hein, mais combien? Je rêve de voir dans chaque ville d'Algérie, dans chaque commune, dans chaque wilaya, 5, 6, 7 les Miss. Ça ferait quelque chose. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. C'est pour ça que je disais, au-delà du travail que font tous ces gens qui sont passionnés par leur pays, qui sont passionnés par sa culture et son patrimoine, qui sont passionnés par sa littérature et son histoire, au-delà de tout ça, il y a des médiums qui peuvent avoir un impact beaucoup plus grand qu'un poème ou un roman. C'est la bande dessinée. Je rêve de voir Anna Grecki sous forme d'album de bande dessinée. D'ailleurs, je suis en discussion avec des amis dessinateurs pour le dire, mais adapté en bande dessinée. La bande dessinée, le théâtre aussi, le cinéma, évidemment, le cinéma. Le cinéma, imaginons une production importante sur Anna Grecki. On ferait connaître notre histoire au monde entier. Je l'ai dit pour Haïzia. J'ai dit, quand on fait référence aux grandes histoires d'amour, on va toujours vers l'Orient ou l'Occident. C'est-à-dire, on va citer Qays ou Leila, on va citer... C'est ça, Roméo et Juliette. C'est des grands, hein, Qays ou Leila, non, c'est vrai. Etc. Roméo et Juliette, mais nous avons nos grandes histoires d'amour. Haïzia et Oussaïed, c'est fabuleux. C'est grand. Mais il y en a d'autres, Abdallah Ben Kerri ou Fatna Zanouni, mais il y en a bien d'autres, Anna Grecki, Sid Ahmed Inal. Mais mettons en valeur nos histoires d'amour, qui sont non seulement des histoires d'amour, mais comme tu disais tout à l'heure, ce sont des histoires fabuleuses à l'intérieur de la grande histoire. Amis auditeurs, vous êtes toujours avec Empreinte. Vous suivez ce débat passionnant avec le passionné. C'est vrai, un vrai passionné de poésie et de lecture et qui nous fait vivre avec passion, donc nous fait reconnaître, redécouvrir, découvrir Anna Grecki, la poétesse, et la militante, l'engagée pour l'Algérie, pour la liberté, pour l'Algérie indépendante. Et on retrouve un peu tous les grands acteurs, tous les agitateurs de cette époque. Je cite Kateb Yassine parce que c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. Issiakhem, et j'imagine Médiane, et j'imagine cette séquence, elle est fabuleuse. Il y a 2 séquences dans ton livre qui sont pour moi merveilleuses, il faut juste que je les retrouve. Celle où Anna Grecki répond, une fois emprisonnée, répond à un officier. Elle lui tient tête. Elle me rappelle un peu ce qu'a fait Ben Mehdi, qui était son modèle aussi. C'est son modèle, oui. Qui était son modèle. Elle est Ben Mehdi au féminin. Oui, tout à fait. Elle a le courage,
Faites-moi subir ce que vous voulez, mais voilà, je suis pour la cause algérienne. Oui, c'était une femme de caractère, très engagée, qui ne transige jamais sur les principes. Son engagement est total. Et elle était, dès le départ, très jeune, elle était prête à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au sacrifice suprême, pour défendre ses idéaux, pour défendre son pays, l'Algérie. Et après, quand elle s'est engagée dans la Révolution, évidemment, pour défendre ses camarades et ses frères, que ce soit en prison, en dehors de la prison. C'est ça une militante. C'est ça une grande militante avec un idéal avec lequel on ne transige pas, quoi. Et vous reprenez aussi une lettre qu'elle avait écrite au procureur. Ah ouais. Elle est incroyable, cette lettre. Dès qu'elle est sortie de prison brisée... On a envie de dire, j'aurais aimé écrire cette lettre-là. Oui, absolument. Ouais. Monsieur le procureur, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants. J'ai été arrêté, etc. Ouais. Et une plaidoirie il y a des grands personnages qui peuvent être à la source de ce type de... Ça, c'est à faire lire. C'est pour ça, quand on lit ce type de livre, vous n'êtes pas le seul à détenir ce type. Mais je le cite en exemple. Aujourd'hui, vous parlez de l'impact. C'est dans les écoles. Il faut aller dans les écoles, les lycées, les universités. Il faut qu'il soit ouvert. Et qu'il soit ouvert aux Lazari Laptar. Il faut qu'il soit ouvert aux artistes. Il faut que les écoles, les établissements scolaires, du primaire jusqu'à l'université, il faut qu'ils soient ouverts. Je ne dis pas à tous les vents, à n'importe qui. Il faut au savoir, qu'ils soient ouverts aux hommes de savoir, aux hommes de culture, aux poètes, aux artistes peintres, pour qu'il y ait une communication entre les élèves, les étudiants, les collégiens, les lycéens et l'extérieur. Et ne pas laisser notre jeunesse à la merci. Absolument. À la merci de toutes les chaînes satellitaires. Oui, de toutes les chaînes satellitaires de TikTok et autres Netflix. Qui font des ravages, Vous avez parlé aussi de l'importance de la bande dessinée. C'est vrai que vous avez bien fait de signaler. J'ai lu récemment, ça date de quelques temps, que le festival d'Angoulême, qui était spécialisé, avait publié le récit d'une résistante française. Je ne leur connais pas des grands faits de... Mais, Malish. Et ça s'est vendu. Je suis jaloux d'entendre ça. En millions d'exemplaires. Voilà. En une semaine, Tout est je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi ne pas faire le récit de Hassib Ben Bouali, de tant d'autres en BD. Le film coûte très cher. Il faut donner ça à nos BDistes. Ah oui. Il y a Mohamed Boujlel Doran, qui a eu un prix d'ailleurs, prix du jury il y a 2 ans, dans un des festivals où j'étais membre du jury du festival d'ailleurs. Il a fait un album qui a très très bien marché, ça s'appelle Odin, l'album, sur Maurice Odin. Il est allé revisiter à travers la bande dessinée, malheureusement il n'y en a pas beaucoup comme ça. On peut imaginer l'impact que peut avoir. On peut créer une cellule. Mais bien sûr. Comme tu as dit, dirigée. Mais bien sûr. Moi je dis toujours, regardez, pour citer un pays qu'on cite toujours qui est proche de nous et avec lequel on a des hauts et des bas en ce moment, l'histoire de France, elle est popularisée à travers quoi? C'est pas le cinéma, même s'il y a des grands films sur le cinéma, mais c'est les grands personnages, Napoléon, je sais pas quoi encore. C'est pas à travers les livres, même si la littérature joue un grand rôle. C'est à travers une bande dessinée. La plus traduite dans le monde, c'est Astérix. Astérix, et qui est bâti sur n'importe quoi. Je veux dire, Astérix, Obélix, les Gaulois, ça n'a jamais existé tel qu'on nous les raconte. Absolument. C'est du n'importe quoi, le petit village qui résiste contre les Romains. Alors que nous avons une vraie histoire qui est attestée. Ils sont allés vers ça et ont rendu célèbre l'histoire de la Gaule, ce qui était la France, et des Gaulois, leurs soi-disant ancêtres, l'ont rendu célèbre dans le monde entier. C'est devenu une série. Imaginons Jugurtha et Massinissa, et Fatma Soumer, et Hassib Ben Bouali, et j'en passe. C'est devenu une série très médiatisée, c'est accueilli comme l'événement de l'année. Tout à fait. Par les médias français. Effectivement, à l'école, des enfants à partir de 6 ans connaissent au moins Astérix. Ouais. Je crois qu'ils détiennent ça aussi des États-Unis, qui ont fabriqué une histoire à partir de leur bande dessinée. Et leur cinéma a véhiculé des héros mythiques qui n'ont jamais existé. Oui. L'Italie qui est devenue célèbre avec Corto Maltese, on peut multiplier les exemples, il y en a beaucoup. Mais revenons à notre
héroïne du jour. Et de toujours, j'ajoute. Et, bien sûr. Non, ça, je suis convaincu. Elles sont là, entre militantes, communistes, catholiques, libérales et nationalistes, musulmanes, toutes algériennes, toutes solidaires, toutes unies, toutes sœurs, toutes dans les 2 dortoirs qui suffiraient à peine pour une dizaine de personnes par dortoir, serrées les unes contre les autres. Au-delà de leurs différences, de leurs différends minimes très souvent, elles se sentent liées par la fraternité d'âme et d'armes, une cause commune qui les fait sœurs d'une même famille au sein d'un même front. Tout est dit, parce que je le redis, vous citez des noms, il y a celles qui sont connues, il y a celles qui ne sont pas connues, qui le sont moins, mais bon, Fadil Algeria, Zohra Achour, Goussam, Madani, Fatouma Mziane, Fatouma Kawan, et Jamil Bouhairati, et Reda Haris, toute la famille, et Anis Tener, et etc. En fait, c'est les belles, c'est les moujahidètes qui étaient là. Et Beya Hussein, à 16 ans, condamné à mort, etc. Et Jacqueline Guerrouge, etc. Oui. Elles étaient toutes là. Et elles étaient toutes là, et elle dit dans un passage aussi... Elles étaient toutes là, il faut préciser à ceux qui nous entendent qu'à la prison de Barberousse, parce que les gens n'ont pas lu le livre. Pas dans un salon de coiffure, mais... Non, c'est à la prison. À la prison. Et elle dit ces belles qui ont riposté par des bombes. Et elle donne après la réplique, la fameuse réplique qui répondait aux journalistes après de Ben Mehdi, après son arrestation. Ouais. Quand on lui reprochait l'utilisation de bombes, donnez-nous vos chars, on vous donne vos couffins, ou c'est le contraire. Oui, c'est ça. C'est ton livre, pour moi, vraiment... un cri d'amour, un cri de cœur, un cri d'amour à la poésie, à la poétesse, à l'Algérie et à tous les militants, à tous les progressistes du monde entier. Absolument. Qui se sont réunis dans des conditions incroyables, mais amenés par un souffle révolutionnaire pour changer l'ordre des choses. Des choses. Renverser l'ordre établi du colonialisme. Et la libération de l'Algérie a changé l'Afrique, a changé la destinée des autres pays africains. C'est un séisme. Et de plus, on n'a pas parlé de... Enfin, je voudrais, si c'est la fin... Non, bien sûr. Dire un grand merci à deux personnes qui ont joué un rôle fondamental dans ce livre, parce que peut-être qu'ils n'auraient pas pu se faire sans eux. D'abord, c'est... Ja'far Inal. Oui. Pas Sid Ahmed, Ja'far. Son frère. Oui, le frère de Ja'far Inal, l'un des frères, qui est toujours de ce monde et que Dieu lui prête longue vie, qui m'a ouvert les archives de Ahmed Inal, son frère. Et il y a le fils d'Anagriki qui vit à Paris. Ça, il vous a fait un cadeau du ciel. Magnifique. Il est affichiste et il est designer. C'est l'un des plus grands affichistes du cinéma et du cirque du monde. Les plus grandes affiches du cinéma, des classiques français et internationaux, c'est lui qui les a fait. Et il a mis à ma disposition... Toute une valise de documents. Pas toute la valise, mais une grande partie de textes et de poèmes, les carnets qui étaient inconnus d'Anagriki de tout le monde, et des photos. Et parmi ces photos, celle de la couverture, parce qu'elle est belle comme l'Algérie. Elle est belle. Je l'ai choisie parce que quand on voit cette photo de cette femme d'une beauté à couper le souffle, c'est l'Algérie. Ouais. Avec ses couleurs d'ailleurs, rouge et vert. Alors, cher ami, parce qu'on est un peu pressé, tu as aussi un autre coup de cœur, parce que tu as un coup de cœur pour Larouate. Ah oui. Et là aussi, tu as fait un immense travail, parce que tu parles d'un épisode sinistre qui n'est pas connu. J'avoue, moi, que je ne connaissais pas. Comme beaucoup de gens, ouais. Peut-être comme beaucoup de gens. Ouais, comme beaucoup de gens. Sur le massacre. Le crime colonial. Le crime, pas de guerre, parce qu'il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas, oui. Le crime contre l'humanité, il faut l'appeler comme ça. C'est ça. Qui a été commis contre la population de la Guadeloupe le 4 décembre 1852. Oui. Où les 3/4 de la population a été massacrée, décimée, pratiquement. Oui. Enfin, pratiquement la ville a été décimée dans sa quasi-totalité. Il ne restait plus que des vieilles gens et des enfants, et encore entre 500, 500 selon les chiffres donnés par eux-mêmes d'ailleurs, par les colonialistes. 500 personnes, que des vieux et des femmes et des enfants qui étaient traités comme des bêtes. Tout le reste a été passé par les armes.
ceux qui ont pu fuir ont pu fuir. La ville était devenue ce qu'on appelle une ville fantôme. Et le sinistre Pélissier, l'assassin, s'apprêtait à la détruire, à la démolir. Vous l'appelez l'ouvrage La Goutte assassinée. Hein? La Goutte, la ville assassinée, au point de vue de Fromentin. Malheureusement, heureusement, ça a été arrêté. Et puis, ils ont décidé de faire de la Goutte un tremplin pour la conquête du Sud. Et ce qui a été fait d'ailleurs. Et voilà encore une histoire qui mérite d'être portée à l'écran. Mais c'est un des grands moments pour montrer réellement, dans le débat d'aujourd'hui sur les crimes contre l'humanité, ce qui se passe à Gaza, parce que c'est semblable. Oui. Ce qui se passe à Gaza, ça s'est passé à la Goutte. Et il y a très peu il y a des moments comme ça où il y a eu des horreurs absolues. Je ne parle pas des villages incendiés en Kabylie. Non, des moments précis. Par exemple, la prise de Constantine, ça a été un massacre. La prise de l'oasis de Zaatcha, à Biskra, ça a été un massacre. Les enfumades du Dahra et la Goutte, il y a 4 ou 5 événements comme ça qui méritent d'être portés à l'écran. C'est que pour montrer, à travers des films, des vrais, je dirais, esthétiques, pas pour... Voilà, c'est pas pour la propagande, mais faire de grands films, un peu comme les films qu'ont fait les Américains sur le Vietnam. Je pense en particulier au grand... comment il s'appelle, le Apocalypse Now. Il nous faut des films comme ça pour montrer au monde ce qu'est la colonisation française. Ce qu'est la colonisation française et la colonisation tout court. Parce que la colonisation israélienne, sioniste, elle est pure, n'a rien à envier à c'est la colonisation. C'est kiff-kiff. C'est dans la continuité. Les Français hier, les sionistes aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous ne vous êtes pas contenté d'écrire un livre, de dénoncer, mais vous avez été auteur d'une lettre qui a été prise en considération et je crois savoir que finalement, il y a eu reconnaissance directe ou indirecte de ce crime colonial. En fait, pas encore. À l'époque, après la sortie du livre, j'avais lancé une pétition, pas pour la reconnaissance, pour la restitution de 2 trophées, entre guillemets, de guerre, trophées de guerre, entre guillemets, évidemment, en fait, de deux symboles, une clé de la ville, d'une des portes de la ville, et les étendards de la résistance qui ont été volés par les Français et qui se trouvent dans des musées de France jusqu'à aujourd'hui. J'avais lancé toute une campagne pour qu'on nous restitue. Ça a avancé aujourd'hui, c'est pris en charge par la commission Histoire et Mémoire, et j'ai grand espoir de voir la clé de l'une des portes de la Goutte revenir en Algérie, et les étendards, il y en a 5 ou 6, on sait où ils sont, de Ben Nasser Ben Chouhra et ses camarades résistants, revenir à l'Algérie. À la suite de ça, il y a eu une action qui a été relayée par des amis en France, notamment Pierre Mansat et tous ses amis, le comité La Goutte France, pour changer, pour expliquer ce qu'est cette plaque qui se trouve au 18e à Paris, qui s'appelle rue de la Goutte, qui a été mise là-bas pour célébrer la victoire des Français contre la Goutte, en fait, pour célébrer le massacre, rue de la Goutte. Et on a fini par obtenir, après une longue bataille, qu'une plaque explicative et commémorative va être apposée bientôt à côté de cette plaque pour expliquer que cette plaque rue de la Goutte veut dire que ça a été un crime de guerre, un crime contre l'humanité, contre la population de la Goutte. Et ça, c'est une grande victoire. Absolument. Et ça, je termine en disant, voilà comme quoi il est possible de faire un travail d'association de citoyens simplement. On peut prendre en charge des choses et après, c'est des lois, c'est l'État qui prend en charge la suite. Bien sûr, nous, en tant qu'individus, on ne peut pas aller plus loin. Bravo, cher ami Lazari Lapter. On termine avec un questionnaire pour décompresser un peu. Mer ou montagne? Désert plutôt. Ben oui, entre les deux, mon cœur balance, mais je préfère le désert, même si... Le plat? Le plat? Le plat préféré? Spaghetti. C'est bizarre, non? Oui, bizarre. Fruits. On s'attend à ce que je dise couscous. Oui. Non, fruits. Alors, fruits, c'est les figues, ça, il n'y a aucune hésitation. Le livre de chevet, s'il y en a un. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Très beau. Vos auteurs préférés algériens? Il y en a beaucoup, c'est difficile. Il y en a beaucoup, mais allons. Allez, un seul? Oui. Allez, 2. Katib Yassine. Rachid Boujdra. Étranger, 1 ou 2. Étranger, les livres étrangers. Déjà, il y a l'insoutenable légèreté de l'être. Et je peux ajouter tous les ouvrages de Philip Roth, l'américain.
Bien, la chanson que vous pouvez écouter en Je suis en train de relire La Tâche. Oui. C'est un des romans célèbres de Philip Roth. Alors, la chanson que vous pouvez écouter en boucle, Haïzia. par qui? Parce qu'attention, il y a deux versions. La réponse va être étonnante, mais c'est par Khalifa Ahmed. Khalifa Ahmed. Ouais, ben, oui. Oui, c'est pas Babsa. Oui, c'est pas même ça, oui. Votre chanteur préféré, algérien? Khalifa Ahmed. Étranger? Bob Dylan. Bob Dylan, le révolutionnaire. Le mot que vous appréciez? Amour. Que vous détestez? Haine. L'expression ou dicton favori? Si je le dis, bon, je risque d'être considéré comme quelqu'un qui, comment dire, qui n'est pas modeste du tout. En fait, c'est une expression que j'adorais de Che Guevara. Je la répétais souvent aux gens quand je parlais. Je disais être le meilleur partout. En fait, c'est Che Guevara qui s'adresse à la jeunesse communiste à l'époque. Il leur disait il faut que vous soyez les meilleurs partout. Mais je pourrais rajouter une expression qu'on prête à Victor Hugo. Je dis toujours ce que je pense et je pense toujours ce que je dis. Très bien. En arabe? L'expression. Oui, une expression en arabe. Votre expression favorite en arabe? Khalina tranquille. Non, je plaisante. L'expression dicton que vous détestez? La ralb. Il y en a pas mal, mais oui, on peut dire ça, vraiment. Allah ghalb, c'est-à-dire le fatalisme, quoi. Alors, vos trois passions? La lecture. Les spaghettis. Non, quand même pas à ce point. La lecture, les grands espaces, même si j'ai pas souvent la chance d'y aller. Et curieusement, j'aime pas les voyages. J'aime les voyages dans les livres, mais j'aime pas trop les voyages. Qu'est-ce que je pourrais rajouter comme troisième passion à part la lecture? Le jardinage. Eh bien, cher ami Lazari Labter, merci d'avoir accepté nos invitations. Merci pour toutes ces précisions pour votre ouvrage que j'invite nos amis auditeurs à lire. Anna Grecki ou l'amour avec la rage au cœur. Ouais. Je vous dis bon week-end, au revoir, merci d'avoir été à l'écoute et je vous rappelle que l'empreinte est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Au revoir et bon week-end.